Est-ce que vous connaissez la bibliothèque de Babel? Dans une précédente vidéo, on a parlé des nombres univers, ces nombres irrationnels dont le développement décimal est infini et exhaustif, c'est-à-dire qu'il contient tout. Votre numéro de carte bleue, votre numéro de sécu, et même si on va plus loin, la suite des coordonnées GPS qui décrit le moindre de vos mouvements depuis votre naissance jusqu'à votre mort, n'importe quelle suite finie de chiffres est contenue là-dedans. Si pi est bel et bien un nombre univers, il en sait plus sur vous que Mark Zuckerberg. Cette vidéo, c'est un peu le point final de cette saga « Tout ce qui peut arriver arrivera ». On va faire une dernière percée dans l'univers, dans la contemplation vertigineuse de ces processus exhaustifs qui arrivent à produire toute l'information finie du monde, en abordant encore les choses sous un nouvel angle, un angle probabiliste. On va essayer de comprendre comment l'aléa répété indépendamment et indéfiniment acquiert une espèce de propriété d'exploration qui lui permet de tout produire. Mais juste avant de nous plonger dans ces considérations hasardeuses, je vous repose la question, est-ce que vous connaissez la bibliothèque de Babel? La bibliothèque de Babel, c'est une nouvelle de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, qui date des années 40, et qui décrit une bibliothèque très particulière. Vous ouvrez les yeux et vous découvrez la pénombre d'un couloir silencieux. Vous savez pas ce qui vous a mené là, aucun souvenir de votre vie d'avant. Vous avancez d'un pas hésitant et vous découvrez devant vous une pièce hexagonale dans laquelle se dressent 4 bibliothèques. Au-dessus de votre tête, le même schéma se répète sur une multitude d'étages et sous vos pieds, même constat, des hexagones empilés les uns sur les autres. Alors, vous approchez d'un des 4 murs de votre étage, vous choisissez l'une des 5 étagères du mur, et puis vous choisissez l'un des 32 volumes de l'étagère, vous l'ouvrez, et vous tombez sur ça. Des pages, et des pages, et des pages de lettres et de ponctuations enchevêtrées, à l'aspect complètement aléatoire, sans aucun sens apparent. 410 pages d'enchaînement incohérent, pour être précis. Alors, vous reposez le bouquin, et puis vous tentez votre chance avec un autre, sur une autre étagère, la même chose. 410 pages d'une suite de symboles parfaitement vides de sens. Et vous allez comme ça vous mettre en tête d'éplucher tous les bouquins à votre portée, et à chaque fois, vous ne tomberez que sur un chaos incompréhensible. Et vous allez vous dire, à quoi bon? À quoi bon tous ces bouquins dont il n'y a absolument rien à tirer? Mais avec ce qui semble être une éternité devant vous, et ce qui apparaît comme une infinité d'étages devant vos yeux, vous poursuivez vos explorations dans la bibliothèque, parfois méthodiquement, livre après livre, parfois peut-être complètement aléatoirement quand vous cédez à la panique, et à chaque fois, vous vous confrontez à un abyssal vide de sens, à un chaos absolu et omniprésent. Mais peut-être que, si vous êtes chanceux, au hasard de vos explorations, vous parviendrez à briser le silence. Là, dans cet hexagone, sur le 3e mur, sur la 4e étagère, dans le 27e livre, à la 36e page, vous pourrez peut-être trouver quelque chose de familier. Et ici, sur le 2e mur, la 1re étagère, dans le 24e livre, à la page 22, Putain, il a pété l'ambiance là! Cette nouvelle vous décrit en fait une bibliothèque exhaustive, une bibliothèque univers qui contient tous les livres de 410 pages qu'il est possible d'écrire, chaque page étant formée de 40 lignes de 80 caractères. Cette bibliothèque de Babel, elle contient tous les livres qui ont déjà été écrits, tous les livres qui seront écrits dans l'histoire de l'humanité, mais aussi et surtout tous les livres qui seront jamais écrits par aucun être humain. Et ça, vous vous en rendez compte très vite au cours de votre exploration. L'écrasante majorité du contenu est complètement chaotique et vide de tout sens. Il y en a une quantité tellement astronomique que quand on tombe par hasard sur un truc qui fait sens, on a l'impression de devenir fou. En fait, on a l'impression que c'est un signe du destin et que l'univers cherche à nous parler directement, ou alors, au contraire, au fil des explorations, on a l'impression que le sens est une illusion, que le sens est pas quelque chose d'objectif, d'intrinsèque et de tangible, mais que tout a la même valeur intrinsèque, tout est chaos,
et c'est nous qui créons le sens à partir du chaos en y voyant ce qu'on veut y voir. Voilà, je pourrais épiloguer comme ça pendant des heures sur ce concept de bibliothèque de Babel que je trouve super riche, mais je vais m'arrêter là, d'une part parce qu'il y a d'autres trucs que j'aimerais traiter dans cette vidéo, et d'autre part parce que la meilleure façon de se confronter à cette bibliothèque de Babel et de ressentir vraiment tout ce qu'elle a à offrir, c'est d'en faire l'expérience vous-même. Donc je vous conseille immensément de lire cette nouvelle. Franchement, moi-même je suis pas un grand lecteur, mais là c'est juste 15 pages. Et 15 pages écrit gros. Hein. Quand on fait des maths, on apprend à côtoyer des objets aux propriétés un peu particulières, on se construit un sens intuitif de leur fonctionnement, on comprend l'infini quelque part. Cette nouvelle, elle vous fait ressentir l'infini. Et je trouve ça super fort. Et en plus, c'est même pas vraiment l'infini, parce que justement, cette bibliothèque, elle contient qu'un nombre fini de bouquins au total. C'est ça qui retourne le cerveau. Donc, lisez la bibliothèque de Babel. Si vous voulez un vrai bouquin physique, c'est paru dans le recueil Fiction de Borges. Et si vous voulez pas acheter le bouquin, j'ai peut-être mis un lien dans la description avec l'intégralité de la nouvelle, mais le dites pas trop fort. Un dernier truc, sachez que cette bibliothèque, c'est une fiction. Hein, c'est une expérience de pensée complètement abstraite dans les années 1940. Mais aujourd'hui, elle existe, sous forme d'une bibliothèque virtuelle. Elle existe intégralement sur Internet. Et quand je dis intégralement, c'est intégralement. Vous avez un site, à portée de clic, qui vous propose de vous plonger vous-même dans la bibliothèque de Babel. Chaque URL est associée à un livre particulier, et le site contient l'intégralité de tous les livres qu'il est possible de concevoir. Ça existe vraiment. Je vous laisse le site en description, et aussi le jeu vidéo qui s'en inspire, et qui m'a servi d'illustration pour cette section. Revenons maintenant à nos histoires de probabilité. Cette bibliothèque de Babel, elle paraît complètement insaisissable, hein, d'une taille démesurée. Mais en fait, pour produire tous les bouquins qu'elle contient, vous avez juste besoin de 3 éléments. Une machine à écrire, un chimpanzé et beaucoup de patience. Ça y est, il est enfin temps d'aborder un des théorèmes les plus iconiques de toute la théorie des probabilités, The Infinite Monkey Theorem. Le théorème du singe infini, ou parfois le théorème du singe savant en français. Énoncé par Émile Borel en 1909, le théorème vous dit que un singe qui tape au hasard sur le clavier d'une machine à écrire, indéfiniment, finira forcément par produire n'importe quel texte donné. Il finira par écrire bonjour, par taper votre liste de courses, par écrire la biographie complète de Laurent Romeshko, l'intégralité des œuvres de Shakespeare et le dernier Game of Thrones. Bref, la suite infinie de lettres produites par le singe est un livre univers qui contient tout le contenu qui existe, a existé et existera dans ce monde, et même et surtout, comme pour la bibliothèque de Babel, tout le contenu qui n'existe pas. Donnez à ce singe une machine à écrire et l'immortalité, et tout ce qui peut arriver, arrivera. Ce singe sait ce qu'est le One Piece. Au vu de tout ce qu'on a raconté déjà précédemment sur les nombres univers, ce théorème du singe savant, il doit pas vous paraître complètement délirant, mais pour voir un petit peu de quoi les maths sont faites, je vous propose quand même de faire la démonstration rigoureuse de ce théorème, ou au moins de donner des éléments de démonstration quantitatifs qui devraient finir de vous convaincre. Donc je place mon singe devant une machine à écrire, et pour simplifier les choses, disons que j'ai retiré tous les caractères alphanumériques superflus pour ne garder que les 26 lettres de l'alphabet et disons la barre d'espace, donc 27 touches en tout. On considère qu'à chaque étape, le singe appuie sur une touche de la machine choisie uniformément au hasard, donc il a une chance sur 27 de choisir n'importe laquelle des 27 touches disponibles. J'aimerais démontrer ici que le singe finira forcément par écrire le mot « bonjour ». Si on arrive à démontrer ça, alors évidemment ce mot bonjour vous pourrez lui substituer n'importe quoi d'autre et le même raisonnement fonctionnera encore, donc on aura bien montré que le singe finira par produire n'importe quelle suite finie de lettres. Déjà, très naïvement, je me demande quelle est la probabilité que le singe arrive à taper bonjour dès le début, sans se planter. Pour faire ça, il doit choisir B comme première lettre, ce qui se fait avec une chance sur 27, et ensuite il faut qu'il choisisse en plus de ça O comme deuxième lettre, ce qui se fait à nouveau avec une chance sur 27, et ensuite il doit choisir N, et puis J, etc. Et les probabilités sont multiplicatives. Donc au final, la proba pour que les 7 premières lettres soient les bonnes et que le singe écrive immédiatement le mot bonjour, c'est 1 sur 27 puissance 7, soit environ 0,0000096% de chance. Autant dire que j'ai assez peu d'espoir pour ce singe, pour le moment. Mais du coup, au contraire, si je regarde la probabilité de ne pas obtenir bonjour sur le premier bloc de cette lettre, c'est 1 moins la proba qu'on vient de calculer. C'est-à-dire 99,999999904%. Ça, c'est très très proche de 100%, mais c'est pas 100%.
Et c'est ça qui va tout faire marcher. Donc cette proba-là de ne pas voir apparaître bonjour, on va lui donner un nom, appelons-la Q par exemple. C'est un nombre qui est très proche de 1, mais il faudra se rappeler qu'il est strictement inférieur à 1. Donc la probabilité de ne pas obtenir bonjour sur le premier bloc de cette lettre, c'est Q. Maintenant, je m'intéresse à ce qui va se passer pour les 7 lettres suivantes. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir bonjour sur le deuxième bloc de cette lettre? Bah, c'est la même que pour le premier bloc en fait, parce que les conditions d'expérience ne changent pas. C'est aussi Q. Alors maintenant, quelle est la proba que j'obtienne pas bonjour ni sur le premier bloc, ni sur le deuxième bloc? Encore une fois, les probabilités sont multiplicatives. Donc la proba de n'obtenir bonjour sur aucun des deux blocs, c'est Q fois Q, donc Q au carré. Et pour les mêmes raisons, la proba de pas obtenir bonjour sur les 3 premiers blocs, c'est Q puissance 3, la proba de pas obtenir bonjour sur les 4 premiers blocs, c'est Q puissance 4, etc. Donc pour tout entier n, on comprend que la probabilité de ne pas obtenir bonjour sur les n premiers blocs de cette lettre, c'est Q puissance n. Mais rappelez-vous, Q c'est un nombre très proche de 1 certes, mais il est strictement plus petit que 1. Donc à chaque fois que j'augmente l'exposant, mon résultat diminue. Pour passer de Q à Q au carré, par exemple, je multiplie par Q, donc je multiplie par un truc strictement plus petit que 1, donc fatalement, je fais diminuer ma valeur. Si je représente les valeurs Q puissance n en fonction de n sur un graphique, on constate que tout ça décroît très lentement, mais sûrement. Lorsque le nombre n de blocs de cette lettre que je considère augmente, la probabilité de ne pas y voir apparaître bonjour, elle devient de plus en plus petite jusqu'à tendre vers 0. Par exemple, on peut constater qu'à partir de n égale à 48 milliards de blocs, la proba de ne pas voir bonjour passe en dessous de 1%. Ça veut dire que j'ai 99% de chance de voir apparaître bonjour parmi les 48 premiers milliards de blocs de cette lettre tapés par le singe. Voilà, ça c'est quantitatif et convaincant. Bon, je vous passe les détails un petit peu techniques de la fin, mais quand on envoie n vers l'infini, on conclut que la probabilité de ne pas voir apparaître bonjour dans toute la suite infinie de lettres produites par le singe, c'est 0. Donc la proba de voir apparaître bonjour quelque part, elle est de 1, c'est-à-dire 100%, et ça démontre notre théorème du singe savant. On est ainsi certain que dans son flot infini de shitposting, le singe finira forcément par taper tout ce qu'on veut. Donc sur le papier, on est content. Par contre, on est légitimement en droit de se demander combien de temps faudra attendre. Parce que les ordres de grandeur qu'on a établis dans la preuve précédente sont pas hyper réjouissants. Attendre 48 milliards de blocs de cette lettre pour avoir 99% de chance de voir apparaître juste bonjour, ça semble interminable. Un peu comme nos explorations dans la bibliothèque de Babel. Mais bon, ça c'est seulement un ordre de grandeur, une estimation peut-être pessimiste et pas forcément très précise. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est calculer très précisément le temps d'attente moyen qu'on peut espérer. On imagine qu'à l'instant 1, le singe tape une lettre, à l'instant 2, il en tape une deuxième, à l'instant 3, une troisième. Si je note grand T l'instant où je vais voir apparaître le mot bonjour pour la première fois, évidemment ce grand T, c'est pas un instant déterministe, c'est un nombre aléatoire, ce qu'on appellera volontiers plutôt une variable aléatoire. Et là, ce qui m'intéresse, c'est calculer la valeur moyenne de cette variable aléatoire, qu'en maths, on désigne par E de grand T pour l'espérance de grand T. Alors, il y a plusieurs façons, plus ou moins techniques, de calculer précisément cette espérance, cette valeur moyenne du premier temps d'apparition d'une séquence de lettres. Mais l'approche que je vais vous présenter ici, qui est suggérée dans ce merveilleux bouquin de David Williams sur la théorie des martingales, c'est, à mon sens, à la fois l'approche la plus élégante et la plus délicieusement absurde dans son concept. Je pense que c'est juste une de mes preuves préférées de toute la théorie des probabilités. Pour simplifier un tout petit peu les explications et le visuel, plutôt que de s'intéresser au mot bonjour, on va juste regarder combien de temps il faut au singe pour taper un mot de 3 lettres, disons MDR. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, jouons tous ensemble au jeu du MDR. Imaginez qu'un tout nouveau casino vient d'ouvrir ses portes dans votre ville et vous avez qu'1 euro en poche, mais vous décidez quand même d'aller y jeter un petit coup d'œil. Donc vous entrez par la grande porte et là, au milieu des tables de blackjack et des machines à sous, vous découvrez une table où on vous propose de tester un tout nouveau concept de jeu complètement révolutionnaire, le jeu du MDR. Donc le jeu du MDR, il est super simple. Au milieu de la scène, sous les projecteurs, il y a un singe devant une machine à écrire qui tape des lettres au pif. Et à chaque fois, juste avant que le singe tape du doigt sur sa machine, vous avez l'occasion de parier sur la prochaine lettre qui va sortir. Donc vous misez une certaine somme d'argent sur une certaine lettre. Si c'est bel et bien la lettre que vous avez annoncée qui tombe, bingo, on multiplie votre investissement par 27. Donc vous vous retrouvez avec 27 fois votre mise de départ en poche. Mais évidemment, si c'est pas la lettre que vous avez prévue qui tombe, vous perdez toute votre mise et tout part directement dans les caisses du casino.
Dernière règle, les croupiers annoncent que le jeu s'arrête définitivement pour tout le monde à partir du moment où le singe parvient à écrire pour la première fois le mot MDR. D'où le nom jeu du MDR. Alors comme vous êtes un peu matheux dans l'âme, avant d'hypothéquer votre appart pour tout claquer sur la lettre E pour l'amour des mêmes, vous vous demandez quand même, est-ce que ça vaut le coup ce jeu ? Est-ce que j'ai plus à y gagner ou à y perdre ? C'est là qu'on rejoint nos histoires de variables aléatoires et d'espérance. Vous disposez au départ d'une certaine somme d'argent, disons S. Notons G votre gain hypothétique à l'issue du jeu. Donc ce gain, c'est la différence entre l'argent que vous obtenez à l'arrivée et l'argent que vous aviez au départ. Si c'est la lettre que vous avez annoncée qui tombe, vous repartez avec 27 fois S. Donc votre gain, il est de 27S moins S, c'est-à-dire 26S. Sinon, vous perdez tout et vous repartez avec 0€. Donc votre gain, il est de 0 moins S, c'est-à-dire moins S. Rappelons que sur la machine à écrire, il y a 27 touches. Une touche par lettre de l'alphabet, plus la barre d'espace. Donc il y a une chance sur 27 que la lettre sur laquelle vous avez misé tombe, et il y a 26 chances sur 27 que ce soit pas le cas. Avec ça, on peut calculer votre gain moyen à l'issue d'une partie, c'est-à-dire en fait l'espérance de G. On gagne 26S une fois sur 27, et on gagne moins S 26 fois sur 27. On simplifie tout ça, et, surprise, en moyenne, votre gain est de 0. Donc ce jeu qui est proposé par le casino du coin, c'est un jeu équilibré, ou encore ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que le gain moyen de chaque joueur, c'est 0. En moyenne, il y a autant à y perdre qu'à y gagner. Alors j'ai dit jeu à somme nulle ici, et je vais le redire encore plusieurs fois dans la suite, mais c'est un peu un abus de langage. Dans ce contexte-là, je devrais plutôt dire jeu à espérance nulle. Et ça, c'est valable pour tout le monde, à chaque nouvelle partie, et quelle que soit la somme de départ investie. Ça veut dire que si vous gagnez une première fois et que vous décidez de réinvestir l'intégralité de votre nouvelle fortune dans un nouveau pari, ça reste un jeu à somme nulle. Alors évidemment, si le gain de chaque joueur est nul en moyenne, ça veut aussi dire que le gain fait par le casino est nul en moyenne. Et autant vous dire que ce genre de modèle financier, ça n'arrive jamais dans un casino standard, où tous les jeux sont étudiés pour être à somme négative pour les parieurs, pour s'assurer de bien plumer les joueurs au fil du temps. Donc le bruit se met à courir, et le jeu du MDR ne tarde pas à attirer toute une foule de gens qui viennent profiter de cette opportunité. Précisément, les choses vont comme suit. À l'instant t égale 0, un parieur se pointe dans le casino avec 1€ en poche, et il mise son euro sur la lettre M. À l'instant t égale 1, le singe tape la première lettre. Si le parieur perd, il dit adieu à son euro et il a plus rien en poche. Mais si le parieur gagne, il a maintenant 27€ en poche. Et il choisit de réinvestir l'intégralité de ces 27€ en pariant que la prochaine lettre sera D. À l'instant t égale 2, le singe tape une nouvelle lettre. Si le parieur s'est trompé, il retombe à 0, c'est ciao. Mais si le parieur a encore raison, il a maintenant 27 fois 27, c'est-à-dire 27 au carré euros en poche. Et il choisit à nouveau de tout réinvestir en pariant cette fois sur la lettre R. À l'instant t égale 3, le singe tape une nouvelle lettre. Si le parieur s'est planté, il a été trop gourmand, il a tout perdu et il est ruiné. Mais si le parieur a une nouvelle fois raison, il a maintenant 27 au cube euros en poche, et à ce moment-là, tous les paris s'arrêtent pour tout le monde, puisque, rappelons-le, le jeu s'arrête dès que le singe parvient à écrire le mot MDR. Maintenant, imaginez qu'au lieu d'un seul parieur, il y a toute une foule de parieurs qui adoptent la même stratégie. À chaque nouvel instant, un nouveau parieur rentre dans le casino avec 1€ en poche, qu'il mise sur la lettre M, et ensuite il avance et il mise sur D, et puis il avance et il mise sur R, et pendant ce temps-là, à chaque étape, un nouveau parieur fait son entrée qui mise de la même façon, etc. Pour faciliter la visualisation, on imagine que les parieurs qui ont perdu et se retrouvent avec un solde de 0€ ne partent pas, mais ils continuent à faire la chenille avec les autres par pur esprit de camaraderie. En particulier, notez que tous les joueurs qui ont dépassé le singe et se retrouvent à la droite du singe, ils ont forcément perdu à un moment. En effet, s'ils avaient réussi leurs 3 paris, alors le singe aurait tapé les lettres M, D et R consécutivement, et dans ce cas-là, le jeu se serait arrêté immédiatement, et ils auraient jamais dépassé le singe. Donc tous les joueurs qui dépassent le singe, ils finissent forcément avec un solde de 0€, et après ils sont condamnés à avancer à la file indienne jusqu'à la fin du jeu. Alors c'est là qu'intervient l'argument central. Rappelez-vous que le jeu du MDR, c'est un jeu à somme nulle. Donc peu importe le nombre de joueurs, peu importe les sommes mises en jeu par chacun d'entre eux, le gain moyen du casino est nul. En moyenne, il n'y a pas de rentrée d'argent et il n'y a pas de perte non plus. Si on note G indice T, le gain du casino à l'instant T, on sait donc que l'espérance de G indice T est égale à 0 à chaque instant. Donc à l'instant 0, à l'instant 1, à l'instant 2, à l'instant 3, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Alors parlons-en de la fin du jeu. Qu'est-ce qui se passe à la fin du jeu ? Notons grand T l'instant où le jeu se termine, c'est-à-dire du coup le premier instant où le singe parvient à taper le mot MDR. Cet instant, il est aléatoire, mais notre règle, elle s'applique toujours. Le gain moyen du casino à l'instant grand T,
c'est 0. Alors, ce que le casino a gagné au final, c'est exactement ce que tous les joueurs ont perdu collectivement. Donc une autre manière de dire que le gain moyen du casino est nul, c'est de dire que la moyenne de la somme des gains de tous les joueurs à l'instant grand T est égale à 0. Alors à cet instant grand T final, passons en revue chacun des joueurs et regardons ce que chacun a gagné. D'abord, on a un grand gagnant, c'est ce joueur-là, celui qui est juste en face du singe à l'instant final. Ce joueur-là, quand il est rentré, il a misé 1 euro sur le M et le M est sorti, donc il a reçu 27 euros. Ensuite, il a remisé ses 27 euros sur le D et le D est sorti, donc il a reçu 27 au carré euros. Et enfin, il a misé ses 27 au carré euros sur le R et le R est sorti, clôturant les paris pour tout le monde et il a reçu 27 au cube euros. Donc le gain de ce grand gagnant, c'est ce qu'il obtient au final, 27 au cube euros, moins ce qu'il avait au départ, 1 euro. Donc son gain est de 27 au cube moins 1. Ensuite, on a déjà dit que tous les joueurs à la droite du singe, ils ont forcément perdu leur partie à un moment donné, ce qui les laisse avec 0 euro en poche. Donc le gain de tous ces perdants, c'est ce qu'ils ont obtenu au final, 0 euro, moins ce qu'ils avaient au départ, 1 euro, donc leur gain est de moins 1. Et enfin, examinons le cas des deux joueurs tout à gauche. Ces deux joueurs-là, ils viennent de perdre en fait. À l'instant grand T, le singe tape la lettre R, alors que les deux joueurs parient sur les lettres M et D. Donc ils ont foiré leur pari, ils se retrouvent maintenant avec 0 euro en poche, alors qu'ils étaient arrivés avec 1 euro, donc leur gain est également de moins 1. Calculons du coup la somme des gains de tous ces joueurs. On peut déjà mettre les 27 au cube du grand gagnant, et on voit qu'il reste à sommer moins 1 pour chaque joueur dans le casino. Et alors, combien il y a de joueurs au total dans le casino ? À l'instant 1, il y en avait 1, à l'instant 2, il y en avait 2, à l'instant 3, il y en avait 3, donc à l'instant grand T, il y en a grand T. La somme des gains de tous les joueurs, c'est donc 27 au cube, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, grand T fois, c'est-à-dire 27 au cube moins grand T. Et là, ça y est, on peut conclure. Puisque le jeu est à somme nulle, l'espérance de ce gain total doit être égale à 0. Donc la moyenne de 27 au cube moins t est égale à 0, ou si vous préférez la moyenne de t moins 27 au cube est égale à 0, et donc la moyenne de t doit être égale à 27 au cube. Et ça, c'est le résultat qui nous intéressait. Si grand T désigne le premier instant où le singe parvient à taper le mot MDR, l'espérance de grand T est de 27 au cube, soit 19 683. En moyenne, le singe devra taper 19 683 lettres avant de parvenir à taper MDR. Je suis archi fan de cette preuve qui illustre à quel point la théorie des martingales, c'est-à-dire en quelque sorte l'étude de ces processus évolutifs à somme nulle, est extrêmement puissante pour résoudre tout un tas de problèmes de proba, en les ramenant à des histoires rocambolesques de jeux d'argent qui a priori n'ont pas grand chose à voir avec la choucroute, mais qui nous donnent quasiment gratuitement la conclusion qu'on veut. Et évidemment, cet argument il s'adapte en passant de MDR à n'importe quel mot de votre choix. MDR est un mot de 3 lettres, donc son temps d'attente moyen c'est 27 puissance 3. Bonjour est un mot de 7 lettres, et on peut montrer que son temps d'attente moyen c'est 27 puissance 7. Ceci étant, il y a des petites subtilités dans la formule lorsque la dernière lettre du mot se répète plusieurs fois. Pour les plus matheux d'entre vous, je vous laisse réfléchir à ce qui se passe si on joue au jeu du LOL plutôt qu'au jeu du MDR par exemple. Pour finir, essayons de parler vraiment en termes quantitatifs humains. Si je décide d'attendre que le singe tape bonjour sur sa machine, j'en ai pour combien de temps concrètement ? On a dit que le singe devra taper en moyenne 27 puissance 7 lettres, donc ça fait un peu plus de 10 milliards de lettres à taper. Alors s'il est vraiment chaud sur son clavier, le singe peut taper disons 200 mots par minute, c'est déjà franchement assez rapide, ce qui correspond à peu près à 1000 caractères par minute, donc pour 10 milliards de caractères il faudra environ 10 millions de minutes, c'est-à-dire à peu près 20 ans. 20 ans. Ouais, ça fait un peu long juste pour un bonjour. Si vous le laissez manager votre Tinder, il aura eu le temps de se faire ghoster 1000 fois entre temps. Et ça, c'est juste pour bonjour. Si vous voulez une disquette de singe un peu plus fournie, là vous risquez d'attendre vraiment très longtemps. 58 caractères au total, donc pour obtenir ça, le singe devra taper environ 27 puissance 58 lettres. On est sur un ordre de grandeur de 10 puissance 83, et ça fait plus de lettres à taper que d'atomes dans l'univers. Donc moralité de toute cette histoire, la théorie a beau vous dire que tout ce qui peut arriver arrivera, et que vous pouvez presque sûrement jouer les flemmards et déléguer toutes vos tâches fastidieuses à votre poteau-primate, la réalité c'est qu'en ce bas monde, si on veut un résultat rapidement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. À la prochaine. Be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think